En santé-sécurité, les organisations vraiment ont tendance à séparer le mental et le corps. Et cette année, j'étais dans une réunion avec il y avait des HSE qui voulaient rajouter les risques psychosociaux dans l'analyse des risques liés à la sécurité. Et alors, grosse surprise, leur direction générale leur a rappelé que ce n'était pas la même chose. Il y avait protéger le corps et il y avait protéger le mental. Mais est-ce que ces deux choses fonctionnent séparément? Bien, la réponse, c'est non. L'un impacte l'autre. C'est ce qu'ont vu les HSE, mais sans vraiment savoir comment le formaliser et arriver à convaincre une évolution dans leur métier, dans la prise en compte des risques. Alors personnellement, cela fait vraiment des années que j'ai pu observer, analyser et comprendre certains de ces mécanismes parce que notre cerveau influe sur nos comportements et réciproquement, nos comportements peuvent aussi influer sur notre cerveau. Alors, pour parler de corps et de cerveau, d'esprit, mais quoi de mieux qu'une psychomotricienne? Et pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir de recevoir Floriane Combe. Bonjour Floriane. Bonjour Pascal. Alors, j'ai rencontré Floriane lors d'un atelier d'un réseau de dirigeants et je crois que c'était quelque chose de très rien à voir avec nos métiers, c'était sur les factures X, si je me souviens bien. Et quand elle m'a dit qu'elle faisait ce qu'elle faisait et qu'elle intervenait en entreprise, alors là, j'ai dit waouh, super. Parce que les psychométriciens, je connaissais ça, avec les enfants et tout ça. Mais dans l'entreprise, j'ai dit waouh, là, on a une belle approche qui est vraiment sérieuse sur les sujets. Et, euh, et elle a une approche avec les organisations qui est vraiment extrêmement, pour moi, innovante et peu courante dans ce métier-là. Mais je vais essayer de pas trop en dire et on va voir ça avec Florian. Alors Florian, je te propose d'employer le tutoiement parce que on se connaît bien. Est-ce que ça te convient? C'est très bien. Bon, ça marche. Alors Florian, est-ce que tu peux te présenter cela de la façon dont tu le souhaites? Avec plaisir. Donc, moi, je suis psychomotricienne depuis 6 ans maintenant. Je suis originaire de Toulouse et j'ai fait mes études à Lille. Et ce qui est le cas depuis le début de mes études, c'est que je suis passionnée par mon métier. Ce que je trouve passionnant dans l'approche de la psychomotricité et ce qui fait vraiment sens pour moi, c'est l'approche globale de la personne, c'est-à-dire de considérer le corps, le mental et les émotions comme un fonctionnement global et indissociable, et pas comme des éléments séparés. Et quand on a cette perception globale, on a vraiment des leviers de performance et de bien-être, que ce soit au niveau personnel ou individuel. Et donc, en tant que psychomotricienne, je travaille avec le corps et surtout le corps en relation. Donc, on va se mettre en mouvement, on va observer les sensations, on va apprendre à mieux se connaître pour pouvoir adapter nos actions et nos comportements au contexte et aux situations et donc optimiser nos performances de manière durable et saine pour notre corps d'une manière globale. Hmm. Ok. Et moi, je sais que, puisqu'on en a souvent discuté, je sais que tu interviens beaucoup auprès des enfants. C'est un public que tu connais très très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller vers l'entreprise? Alors effectivement, j'ai commencé comme beaucoup de psychomotes en tant que salariée et aujourd'hui, j'ai toujours un cabinet libéral où je travaille principalement avec des enfants avec autisme. C'est une partie que j'adore dans mon métier. Mais il m'est arrivé une histoire personnelle. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se lancent par des histoires personnelles. En fait, il y a quelques années, dans mon cercle de personnes proches, j'avais pas mal d'ingénieurs et d'informaticiens qui étaient excellents sur le plan technique, voilà, de très très bons professionnels. Mais j'ai constaté que après seulement quelques années d'exercice, voilà, 1, 2, 3 ans, à peine sortis d'école, ces personnes-là étaient déjà confrontées à des risques professionnels importants, notamment avec du stress intense, des relations compliquées dans les organisations et des douleurs corporelles, voilà, des douleurs au niveau du dos, des cervicales, liées à ces activités qui sont très sédentaires et qui souvent, en tout cas pour ces personnes que je connaissais, étaient couplées à des loisirs également sédentaires.
Et donc, c'est là où je me suis dit qu'en tant que psychomotricienne, moi, j'avais appris à observer mon corps et à adapter son utilisation en fonction de comment je me sentais pour le préserver et pour en prendre soin le plus longtemps possible. Et donc, c'est là que je me suis dit que je pouvais accompagner ces ingénieurs, ces informaticiens et globalement tous les salariés d'entreprise à mieux fonctionner avec leur corps et en prendre soin sur le long terme. Ok. Donc maintenant, enfin, une activité entre guillemets indépendante et qui intervient à l'entreprise, mais on va en parler justement un peu de comment la psychomotricité peut apporter à l'entreprise. Donc, ben, je vais aborder ce podcast parce que j'ai préparé, on se connaît depuis quelques années, voilà, on échange souvent parce que même l'axe psychologique dans les accidents de travail, c'est extrêmement intéressant et important et donc d'échanger avec des professionnels dont c'est le métier et qui connaissent aussi ces fonctionnements-là, c'est extrêmement enrichissant et ça permet de comprendre aussi des mécanismes. Et donc, on va essayer d'aborder ce podcast avec trois axes. Un, ben, un peu le lien esprit, corps-esprit. Deux, ben, voir comment la psychomotricité aborde les risques psychosociaux aussi, parce que tu as parlé justement des risques psychosociaux. Et pourquoi? Parce que je sais que je suis allé voir sur ton site, j'ai un peu lu tes articles de blog et tout, pour préparer ce podcast. Et pourquoi une approche de la communication en psychomotricité. Parce que bon, la communication interpersonnelle, c'est un sujet que moi je traite aussi beaucoup, sur lequel je suis très sensible parce que en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment un pilier des fois juste des consignes de sécurité, de la façon dont on échange avec les gens et dont on manage. C'est souvent un sujet qu'on travaille beaucoup avec les managers. Donc voilà, donc ça va être intéressant de voir l'approche avec la psychomotricité de ça. Premièrement, donc, on va essayer de travailler, de voir un peu le lien, quand je disais tout à l'heure en introduction, qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit, et l'esprit, l'esprit et le corps. Pour moi, quand je fais des analyses d'accidents et de causes profondes, on voit qu'il y a des fonctionnements à un moment donné qu'on n'explique pas, parce qu'en fait, on se dit, des fois, on a même des situations où tout a été bordé, on a tout préparé, on a donné les très bonnes consignes au départ, et pourtant, eh bien, il y a un accident ou il y a un événement indésirable, entre guillemets, qui arrive, et on ne se l'explique pas, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais comment on peut faire pour pas que ça arrive? Parce que franchement, on a tout fait. Et c'est vrai, réellement, quand on analyse, tout a été fait je dirais, dans les règles et tout ça, et on voit bien que quelque part, dans l'esprit de la personne, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait qu'elle a pris une décision, qu'elle a fait un choix qui l'a mis en danger ou qui l'a mis dans une situation qu'elle avait, ben, qu'elle n'avait pas souhaité, quoi, voilà, au départ. Alors, dans les organisations, que je disais au début, on sépare souvent le lien entre le mental et le physique. Mais donc, d'après toi, est-ce qu'il y a une séparation? Et Alors pour moi, voilà, cette séparation, elle existe, en tout cas, elle est considérée déjà sur le plan historique et puis ensuite d'une manière un peu plus philosophique. Il y a un petit peu deux approches. Soit on considère que on a notre corps et notre cerveau qui fonctionnent de manière dissociée et qu'il y a des relations possibles entre les deux. Ça, c'est l'approche dualiste. Sinon, il y a l'approche moniste qui, moi, me parle plus, qui considère que en fait, les deux ne forment qu'un grand tout qui fonctionne en permanence ensemble. L'exemple que je donne souvent pour expliquer ce lien, c'est que pour faire une action purement motrice, donc par exemple lever son index, eh bien, en fait, ce n'est pas uniquement le corps qui travaille, puisque pour générer une action motrice, c'est tout un système de réseau de neurones, de muscles, de nerfs et de connexions au niveau du cerveau qui vont se mettre en place. Et donc, au niveau du cerveau, il doit y avoir la représentation du schéma moteur, la planification de ce schéma moteur qui font appel à énormément de compétences en amont. Et s'il n'y a pas tous ces éléments de planification et de représentation du schéma moteur, le geste ne peut pas se produire.
sauf s'il mm, est réflexe, évidemment. Et donc, on voit que bah, ça ne peut pas fonctionner de manière séparée. Si on enlève le cerveau, le corps ne peut plus bouger. Et à l'inverse, on va dire que notre cerveau, notre mental impacte énormément notre corps et nos compétences motrices. Par exemple, dans le cas de pathologies psychiques, comme la dépression, qui est donc une maladie d'origine psychique, qui peut être liée à un traumatisme, à une période de vie difficile, à des déséquilibres hormonaux au niveau du cerveau notamment. Eh bien, on a un vrai impact sur le corps. C'est-à-dire que quand on souffre de dépression, il y a ce qu'on appelle un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que notre rythme spontané va ralentir, on va avoir plus de mal à mobiliser notre corps. C'est pas tant qu'on a perdu la compétence motrice, c'est que la mise en action est plus difficile. Et donc, c'est pour ça que pour moi, les deux sont vraiment indissociables. Après, il y a quelque chose qui est pas négligeable dans les organisations, c'est que souvent par simplicité et question d'organisation, c'est plus facile de séparer les deux. On va faire des interventions, par exemple, sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et des interventions sur la prévention des risques psychosociaux. Comme ça, on coche les deux cases et c'est plus simple et parfois plus clair. Alors mm, que pourtant, pour moi, et c'est là où je me positionne, c'est que les deux sont vraiment liés. Et donc, pour moi, on ne peut pas parler de troubles musculo-squelettiques sans parler de risques psychosociaux et inversement. mm. Ok. Et c'est, est-ce que tu as des exemples, par exemple, ou de situations où si on ne prend pas en compte les deux, ça a des conséquences graves, hein. Enfin, est-ce que le fait de dissocier, bon, moi, le fait de, comme tu disais, de séparer troubles musculo-squelettiques dans les formations ou les RPS, les risques psychosociaux, bon, ah voilà, j'ai répondu à mes deux obligations de moyens, j'ai formé les gens, j'ai deux cas séparés. Effectivement, ça encourage encore plus à ne pas à en faire la distinction de par des obligations de moyens réglementaires. Mais est-ce que tu connais ou tu as vu des exemples où, justement, quand on sépare les deux, ou quand on veut nier l'un ou l'autre, ça a des conséquences graves, hein, ou des conséquences, je sais pas, sur la santé ou autre. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive régulièrement et tu viens très bien de le dire. On sépare les deux parce que ça nous permet de répondre voilà, à nos obligations de moyens en termes de prévention. Et donc, c'est le plus simple de dissocier les deux. Et en soi, ça fait sens sur ce point-là, mais pour moi, il faut quand même avoir une vision plus globale. On peut agir séparément sur les deux, mais il faut les considérer quand même en prenant en compte ce lien. Mm, Euh, un exemple qui arrive très fréquemment, c'est quand je fais des interventions sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Euh, et par exemple, là récemment, j'intervenais auprès d'aides-soignants, donc qui font beaucoup de manutention, qui ont des ports de charge, voilà, ils portent leurs patients, tout le matériel à côté, les fauteuils, les lits médicalisés, etc. Donc il y a vraiment un gros enjeu de prévention des troubles musculo-squelettiques parce qu'ils sont extrêmement exposés, comme on pourrait avoir dans le secteur du bâtiment ou de l'industrie, par exemple. Euh, donc, on travaille sur apprendre les bonnes postures, savoir comment se placer, à quoi il faut faire attention, etc. Et en fait, souvent, le retour que j'ai, parce que le milieu des aides-soignants, c'est un milieu quand même qui est sous tension, le retour que j'ai souvent, c'est, bah oui, mais en fait, nous, on a des contraintes de rythme qui sont extrêmement soutenues. On doit avoir un patient toutes les mm, 6 minutes. On est en sous-effectif parce qu'il y a des arrêts maladie ou alors ils peinent à recruter, donc il y a beaucoup de turnover. Et en plus de ça, bah, nous, on est stressés parce que voilà, on sait que les autres patients nous attendent, on doit finir notre tournée, après on doit aller sur un autre service. Et donc, tout ce stress généré par les conditions de travail, qui rentrent dans les facteurs de risque psychosociaux, vient en fait majorer les risques d'exposition et les risques de troubles musculo-squelettiques parce que ils peuvent pas mettre en place toutes les préconisations compte tenu du contexte. Et mm, donc, on ne peut pas dire uniquement bah, respecter les préconisations pour les TMS sans prendre en compte cette pression temporelle, ce stress intense permanent. mm, Donc, la question, c'est comment on peut prendre en compte les deux
pour trouver un juste équilibre. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours facile. Et souvent, les pistes de solutions, en fait, elles se trouvent au niveau hiérarchique et managérial, à repenser l'organisation du travail pour soulager ces facteurs de risque psychosociaux et permettre une meilleure mise en œuvre des préconisations en matière de prévention des TMS. Alors, c'est génial ce que tu viens de dire parce que c'est pas moi qui t'ai demandé de le dire, mais comme le podcast s'appelle Premier pas FOH, on essaye justement, des fois, on peut dire mais pourquoi parler psychomotricienne, pourquoi parler de management visuel, de recrutement dans les facteurs organisationnels humains. C'est que l'organisation, l'humain et l'organisation, c'est la même chose. L'humain, l'organisation est composée d'humains et tout ce qui fonctionne, tout ce qui sont des sujets liés à l'humain touchent l'organisation et vont jouer dessus, quoi. Et donc, si je rebondis sur ce que tu dis, là, tu citais un exemple d'aide-soignant, mais ça veut dire que, quelque part, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que si je suis pas bien dans mon corps, je souffre dans mon corps, mon esprit, il est pas top, hein. Je dirais, il va souffrir, il va peut-être pas prendre les bonnes décisions, il va être fatigué. Donc, ça peut toucher autant un dirigeant d'entreprise que des cadres supérieurs, que des managers opérationnels. Voilà. Et inversement, je suis pas bien dans mon esprit, je suis pas bien dans ma tête, entre guillemets, à ce moment-là, et j'ai des soucis, j'ai de la pression, d'une pression qui peut être normale, hein, mais il peut y avoir des pressions aussi qui s'accumulent. On peut avoir des pressions au travail qui sont relativement normales, mais je vais avoir des pressions extérieures à la maison qui vont venir se rajouter, et ça va faire une accumulation. On sait bien comment ça fonctionne dans voilà, les risques psychosociaux. C'est ce que j'ai pas assez de ressources pour gérer la quantité de stress que j'ai. Et donc, en fait, ça va avoir des répercussions, des tensions dans mon corps. Les kinés en parlent très bien aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ben, quand il y a des tensions psychologiques, ça va amener des tensions musculaires, ça peut amener des douleurs, ça va amener même des déplacements de muscles, des contractions qui vont amener des nerfs à être douloureux. J'ai mal, donc je suis pas encore. Je rajoute de la pression psychologique. Je rajoute de la pression psychologique, je vais avoir encore plus mal, et ça peut être vite un cercle vicieux. Et en fait, ça peut toucher tout le monde dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu Oui, en tout à penses? fait. Et j'ai deux exemples, si tu veux bien que je les partage par rapport à ça. Oui, à Le partir du premier, moment où c'est pas, on reste dans la confidentialité, bien sûr, tout voilà, à tu fait. peux le dire. Le premier exemple, c'est une secrétaire administrative qui voilà, travaille dans une TPE et qui traversait une période vraiment difficile au niveau personnel, voilà, au niveau familial. Et donc, on pourrait se dire que bah, ce qui rapporte à la famille reste dans la famille et que quand on est au travail, bah, c'est le monde du travail et donc que ces problématiques-là n'impactent pas forcément. Sauf que je pense que personne n'arrive à tout laisser derrière la porte d'entrée de l'entreprise. On peut arriver à mettre certaines choses de côté, mais pas intégralement. Et donc là, c'était très compliqué pour elle au niveau personnel, et donc elle continuait quand même à travailler. Sauf qu'en fait, ben, ses capacités étaient quand même mobilisées en arrière-fond sur ces problématiques-là. Et donc, elle a commencé à se rendre compte qu'elle arrivait moins bien à se concentrer, elle faisait plus d'erreurs. Et effectivement, elle avait plus de tension corporelle, elle commençait à avoir mal au dos. Et finalement, au bout de quelques jours, elle a été arrêtée par son médecin, non pas parce qu'elle était dans un état de mal-être psychique à cause de sa situation familiale, mais parce que du coup, elle avait un lumbago et donc le dos bloqué. Et donc, c'est là où le corps vient vraiment manifester des difficultés qui peuvent se présenter au niveau plutôt psychique. Et une autre situation, c'est un dirigeant, pour le coup, qui, voilà, pareil, dans son cadre personnel, dans ses loisirs, s'était en fait fait mal au genou. Donc, ce qui peut arriver, hein, il n'y a pas de, de souci à ça. Mais c'est vrai que donc il avait bah, continué à travailler, il mettait en place les traitements adaptés. Sauf que ben, dans sa tête, effectivement, il y avait toujours cette petite douleur, ce petit signal qui revenait régulièrement.
Et au fur et à mesure, ces employés ont commencé à se rendre compte que il devenait un peu plus, voilà, il était un peu plus irrité, ou il était un peu moins compréhensif, ou il donnait des consignes parfois moins claires, ou c'était moins bien organisé. Et donc, au bout d'un moment, ça a commencé à désorganiser totalement l'entreprise, à tel point il y a eu une réunion de gestion de crise pour gérer la situation. Voilà, ce dirigeant était assez ouvert à la réflexion et il a pu comprendre le lien. Mm. Mais c'est parti d'une douleur au genou. Et ça a vraiment désorganisé toute l'entreprise et généré des risques psychosociaux, en fait, auprès de tous les collaborateurs. Oui, oui, c'est extrêmement intéressant ces deux exemples parce que souvent on parle de l'opérationnel, on parle des gens qui sont je dirais, en lien avec la production directe et tout ça, mais ça touche vraiment tout le monde, quoi. Et les impacts, et souvent, alors moi ce que j'ai entendu et lu très souvent, c'est que des fois on a des signaux physiques qui sont des alertes des alertes psychiques, psychologiques. Et ben, si on les écoute pas, ben, elles risquent de revenir encore plus fortes ou d'une autre façon parce qu'on ne les a pas écoutées. C'est-à-dire, entre guillemets, mais c'est juste des fois juste des alertes. En fait, c'est pas toujours des fois une vraie douleur. Mais bon, des fois, on peut se blesser parce que justement, ben, si je fais quelque chose de... Moi, je le vis très bien en montagne. Si, quand on fait un passage un peu difficile, si on est très concentré, très focus sur ce qu'on est en train de faire, globalement, il y a peu de chances, si on est expérimenté, il y a peu de chances qu'on se passe mal. Par contre, si à ce moment-là où il faudrait être focus, on est en train de penser à autre chose et qu'on n'a pas les yeux, par exemple, sur un pas ou sur un geste qu'on doit faire, là, effectivement, ben là, on peut se blesser. Et quelque part, c'est quelque part un signal où on l'écoute ou on ne l'écoute pas, mais où c'est extrêmement puissant. Mm. OK. Donc, Mais c'est c'est vrai intéressant. que Ouais. l'exemple que je donne souvent aux personnes que j'accompagne, c'est l'image du tableau de bord. Mm, Pour moi, quand voilà, on se lève le matin, on va démarrer notre journée. Je dis souvent qu'on est comme un pilote de ligne qui prend son véhicule et qui va devoir réaliser des missions, donc l'image des trajets, euh, qui seront plus ou moins à risque en fonction des contraintes. Et donc, comme ferait les pilotes d'avion en prenant son poste, bah, il faut faire en fait un check-up de qu'est-ce qui va pas. Et mm, donc, on a sûrement des voyants qui sont verts et puis on a peut-être des voyants qui sont oranges. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de passer tous les voyants au vert, mais en tout cas de prendre en considération les voyants oranges pour mm, adapter le trajet et mm, adapter nos missions. Et si pendant trop longtemps ou de manière trop répétée, on met de côté, on ignore les voyants oranges, ben, ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment, ils vont devenir rouges. Et là, on ne pourra plus décoller, on ne pourra plus mm, initier le trajet et faire notre journée. Et mm, donc voilà, c'est vraiment tout un apprentissage de faire ce check-up à la fois sur le plan corporel, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, pour prendre en compte tous ces facteurs et adapter ses tâches, son organisation, sa journée, pour que tout ça se passe au mieux et qu'on puisse en fait préserver notre fonctionnement d'une manière plus durable et plus ouais. efficace. OK. Ouais, c'est très, très intéressant cette analogie au tableau de bord du pilote. Alors, ben, je crois qu'on a bien compris le lien corps-esprit et on va passer à la partie 2 qui est comment la psychomotricité ben, aborde les risques psychosociaux. Alors, en préparant le podcast et dans les échanges qu'on a eus, tu m'as parlé du Congrès national des psychomotriciens. Et il était question dans une conférence de l'impact de la psychomotricité sur les risques psychosociaux. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc, c'est vrai que le Congrès national des psychomotriciens, c'est un événement annuel qui permet de regrouper tous les psychomotriciens et d'échanger autour de tables rondes, de conférences sur des pratiques innovantes, des nouvelles méthodologies pour faire progresser et avancer la profession. Et donc, cette année, on fêtait le 50e anniversaire et la thématique du congrès, c'était les 50 prochaines années de notre profession, donc vraiment avec un focus sur
les nouvelles technologies, les pratiques innovantes, comment réinventer notre métier pour s'adapter aux enjeux des prochaines années. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour présenter une conférence dans le cadre de ce congrès. Et donc, j'ai présenté cette conférence avec Leslie Garnier, qui est aussi psychomotricienne, qui est en fait l'étudiante que j'ai accompagnée pour faire son mémoire de fin d'études, de fin de diplôme d'État. Et donc, on a travaillé ensemble toute l'année dernière sur la création et la mise en place d'un protocole pour réduire les risques psychosociaux et notamment le facteur stress auprès d'une équipe de managers. Et là, c'était dans le secteur de la grande distribution. Donc, on a créé vraiment un protocole sur mesure et on a mesuré vraiment les impacts avant, après de la mise en œuvre de ce protocole, ce qui permet d'avoir des bases scientifiques qui permettent d'appuyer ce travail de recherche, puisque comme on est une profession paramédicale, on base nos pratiques sur des pratiques qui sont validées scientifiquement. Et donc, les résultats ont été assez concluants. L'échantillon était assez réduit, donc ça, c'est quand même une des limites à prendre en compte. Mais les résultats ont été plutôt concluants avec une vraie diminution du niveau de stress perçu et surtout un réel intérêt des participants à poursuivre la pratique après la fin du protocole. Et cet intérêt qui a été aussi partagé par le dirigeant de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment super positif et très engageant pour la suite parce que ça montre que le psychomotricien a toute sa place pour prévenir les risques psychosociaux et réduire le stress auprès donc des managers, mais aussi des salariés. Et là, on a vraiment cet appui scientifique, ces mesures de résultats qui viennent confirmer ce en quoi moi je crois depuis longtemps, mais voilà, ça permet d'asseoir un petit peu plus cette légitimité. Et pour tout te dire, même si c'est pas encore officiel, là on est en train de travailler pour dupliquer ce modèle de protocole dans d'autres entreprises, ce qui nous permettra d'augmenter la taille de l'échantillon et d'avoir un impact plus conséquent, avec aussi pour les dirigeants un vrai bénéfice à avoir les résultats mesurés objectivement, des mesures de stress, des mesures d'impact avant et après l'intervention. Hmm. Ok, ouais, c'est extrêmement intéressant parce que, oui, oui, et puis en plus, bon, je connais bien les problématiques liées aux études et aux échantillons. Des fois, on a une intuition et ça part souvent d'une intuition ou de certaines intuitions et qu'il faut confirmer effectivement par la mise en pratique ou par les questionnaires. Ou, voilà, et plus l'échantillon est important, plus mieux c'est. Donc, c'est une très bonne nouvelle que, même si c'est pas officiel, que, voilà, qu'il y ait d'autres entreprises, en tout cas, qui veulent supporter et apporter leur pierre au projet parce que effectivement, des fois, en tant que professionnel, on a une intuition qui a jamais été forcément formalisée. Et de pouvoir l'expérimenter et d'avoir des données, comme tu dis, avant-après, c'est extrêmement intéressant. Donc, ben, ça sera à suivre et on te suivra. Hein. Tu t'oublieras pas de me tenir au courant et on relaiera tout ça. Il y a pas de, voilà, sur Premier Pas FOH, tu reviendras pour rien que parler de ça. Ça va être extrêmement intéressant. Avec grand Euh, plaisir. voilà. Et j'ai lu aussi dans un de tes articles de blog que tu combinais RPS et TMS. Et est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche? Alors voilà, dans les limites de ce que tu veux nous partager, bien sûr. Effectivement, donc on en a déjà un petit peu parlé juste avant. Moi, je considère les deux comme vraiment liés et indissociables. Donc, effectivement, dans ma manière de travailler, c'est vraiment cette prise en compte de ces deux facteurs de risque professionnel dans les interventions. Donc, c'est vrai que euh, voilà, quand je vais dans une entreprise et que la demande, le besoin, c'est par exemple une formation sur un exemple qui m'arrive fréquemment, c'est la prévention des risques liés à la sédentarité. Donc, Mhm. pour des postes plutôt de support, des postes administratifs, on va réfléchir à mettre en place des stratégies pour rompre ce rythme sédentaire, rompre Mhm. cette sédentarité, donc notamment par la mise en mouvement corporel. Donc pour ça, il y a plein de solutions possibles. On peut faire des exercices qui mobilisent le corps, on peut changer de posture, on peut faire des pauses dynamiques.
Mais on peut aussi utiliser ce temps-là et ces ruptures de sédentarité pour agir sur les risques psychosociaux. Par exemple, en faisant des exercices de respiration qui vont aider à Mm. réduire le stress. Par exemple, en faisant des exercices de décharge tonique et émotionnelle qui vont aussi aider à détendre les muscles, donc on a un impact corporel, et à réduire le stress perçu. Et donc, Mm. moi, le format que j'ai trouvé pour vraiment combiner les deux, c'est de travailler sur la mise en place de pauses efficaces. Alors, ça peut paraître bizarre quand je dis que ce qu'on va travailler, c'est les pauses. Surtout en France, c'est un petit peu un sujet tabou, le sujet des pauses. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment une des clés de la performance et de la réussite, c'est de savoir s'organiser, repenser son travail de manière plus séquencée, donc plus concise, ce qui va permettre de mobiliser au mieux les capacités attentionnelles et de savoir ensuite mettre en place des pauses qui vont être efficaces, récupératrices et stimulantes. Et donc, en fonction de comment on se sent sur le moment, pouvoir, voilà, soit faire un exercice qui va mobiliser les capacités physiques, qui va remonter le niveau d'énergie, un exercice qui va plutôt diminuer le niveau de stress et avoir un effet apaisant, ou plutôt un exercice qui va créer du lien social et favoriser la communication dans l'équipe. Et Mm. donc, grâce à tous ces éléments qui sont combinés, ben, on agit à la fois pour réduire les troubles musculo-squelettiques, pour réduire les risques liés à la sédentarité, et en même temps, on réduit les risques psychosociaux parce qu'on réduit le stress, on favorise une communication qui est plus fluide et plus dynamique. Et donc, tout ça fait que ça fonctionne mieux et on gagne en performance et en bien-être à la fois individuel et collectif. J'aime beaucoup cette approche parce que déjà, elle rend beaucoup plus l'apprenant acteur de sa santé. Je veux dire, vraiment, il intervient dans sa santé. Et le fait de faire intervenir les deux, j'imagine très bien, enfin, je vois très bien les résultats qu'on peut avoir dans une journée parce que euh, rien que travailler sur sa respiration, rien que travailler sur, comme tu disais, des décharges émotionnelles, ça va amener un bien-être. Et donc, quelque part, à la fin de la formation, les gens vont associer j'ai bougé, j'ai fait des exercices et je me sens mieux. Donc, ben, si je veux continuer à me sentir mieux quelque part, pourquoi je continuerai pas? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience que de dire, voilà, avec des choses simples, je peux faire. Et puis en plus, tu parlais de, c'est pas le sujet forcément là, mais enfin, quoi que si, dans ton métier, oui, l'attention. La capacité attentionnelle, et on sait très bien, hein, bon, il y a plein de techniques juste d'organisation pour conserver cette attention, mais faire des tranches, et il n'y a pas de durée parce que ça a donné, parce que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont des capacités attentionnelles de 20 minutes, il y en a qui ont des capacités de 45 minutes, voilà, donc c'est vraiment en fonction des personnes. Mais une fois qu'on se connaît, on sait quel est son créneau de temps optimum d'attention. Et après, ben, travailler ces pauses-là, qui peuvent être très courtes, hein. Moi, je sais que par exemple, quand je suis au bureau, quand je fais une pause, je vais faire des étirements parce que le fait de rester assis, on peut avoir des douleurs avec l'âge au moyen fessier. On a des tendinites du moyen fessier juste dû à la position assise. Et bon, ben, je profite de ces pauses de 5 minutes pour faire juste deux étirements. Ça prend quelques secondes, mais sur la durée, eh bien, en fait, on en voit tous les bénéfices parce qu'il n'y a pas de douleur. On est bien. Le fait de, en plus, ça, comme tu dis, comme je disais, de devenir acteur, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi. C'est un moment pour soi aussi, quelque part. Et puis après, je pense que, est-ce que tu vois, quand dans les formations que tu fais, est-ce qu'il y a une dynamique d'équipe? C'est-à-dire qu'en fait, ok, individuellement, j'apprends à faire des gestes, mais ce qui est encore des fois intéressant, c'est est-ce que dans un service, dans un truc, les gens vont se faire la pause ensemble? Est-ce que tu as déjà vu ça? Ben oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que tu disais. Moi, je donne vraiment des outils pour que les personnes soient autonomes dans l'adaptation de leur organisation et de leur travail par rapport à qui ils sont et de quoi ils ont besoin sur le moment. Donc, ça nécessite vraiment de la connaissance de soi.
et de savoir choisir le type d'outil. Parce que souvent, voilà, quand on parle de respiration, par exemple, on dit forcément ça va détendre. Alors que non, en fait, il y a des techniques de respiration qui permettent de remonter en énergie. Et si c'est de ça dont on a besoin, bah, il suffit juste d'aller piocher Mm, dans les techniques de respiration qui remontent le niveau d'énergie. mm, Et certaines personnes vont être plus ou moins sensibles à différentes méthodes. Donc, il n'y a pas en fait un outil magique qui convient à tout le monde, mais plusieurs outils. Et voilà, moi, je donne souvent l'image d'une boîte à outils dans laquelle chacun va venir piocher en fonction de son besoin. mm, Et donc, effectivement, il y a plusieurs façons de mettre en place ces outils, soit de manière individuelle, où la personne va s'auto-réguler dans la mise en place des outils au fur et à mesure de la journée. Et on peut aussi le combiner, et c'est d'autant plus efficace quand il y a effectivement une dynamique de groupe autour de ces outils-là. Pourquoi? Parce que on a toutes les compétences sociales qui sont mobilisées. Quand on voit quelqu'un d'autre faire quelque chose, en fait, notre cerveau a l'impression que c'est nous qui le faisons. mm, Donc, ça vient vraiment renforcer les comportements. Ça crée aussi de la cohésion. Quand on est tout seul à faire des étirements ou quand on est avec ses collègues ou même avec son directeur et que vraiment toute l'équipe est mobilisée, ça crée pas la même chose. mm, Et après, il y a aussi vraiment des techniques d'animation de ces moments-là pour mobiliser et augmenter la cohésion, favoriser la communication pour que ça circule encore mieux. Donc, mm, par exemple, sur des temps d'étirement, voilà, ou de réveil musculaire, il y a plusieurs formats possibles. Soit chacun le fait de son côté, soit il y a on va dire, un chef de groupe qui propose des mouvements et tout le groupe le refait. mm, Soit chacun peut proposer à son tour un mouvement. Et donc, chacun mm, est engagé pour proposer au groupe. Et donc, mm, là, ça amène un engagement, une implication qui est encore différente. Et après, sinon, le chef de groupe, il peut changer en fonction des jours ou en fonction des semaines. mm, Et là-dessus, on peut aussi avoir ces techniques-là qui peuvent s'appliquer sur des méthodes de travail, comme par exemple des brainstorming, des réunions du matin pour faire le point sur les différents mm, projets. On peut amener du ludique, du lien social et de l'interaction. Moi, je travaille souvent avec les ballons. Voilà, on va par exemple se lancer un ballon pour favoriser l'émergence des idées, la créativité. Et donc, comme on implique toute l'équipe, ça a vraiment un impact collectif mm. et ça permet vraiment de souder les personnes, de créer du lien au-delà du travail, alors que pourtant on est dans une tâche de travail. C'est ça qui est Oui. intéressant pour moi. Oui, et puis la démarche collective, elle est extrêmement importante parce que, tu vois, je travaille avec des acteurs du BTP et il y a il y a des entreprises qui ont essayé de mettre, par exemple, des échauffements du matin en place et tout ça. Donc avec des fois des managers, des chefs de chantier qui sont pas très convaincus eux-mêmes ou qui ont pas qui ont peur un peu du regard des autres et donc ils sont pas très à l'aise avec leur image et donc de faire des mouvements et d'entraîner les autres à faire des mouvements, ben ils sont pas très à l'aise avec ça. Donc on abandonne vite et dans des groupes comme ça où il y a eu des tentatives de fait et qui ont été abandonnées, bien en fait les gens qui vont eux-mêmes poursuivre, ils sont très rares. Vraiment, je peux les compter sur les doigts de la main sur 100 personnes, quoi. C'est-à-dire que celui qui va dire non, non, mais moi, m'échauffer, c'est super important, donc je m'échauffe, alors, rien à foutre de ce que, excusez-moi du terme, mais de ce que pensent les autres, s'ils me voient le faire, c'est extrêmement rare. Donc, plus il y a du collectif, plus effectivement, on va se dire, au début, peut-être on sera pas trop envie, on n'aura peut-être pas trop envie, mais comme le reste le fait, on voit qu'il n'y a pas de jugement des uns et des autres. Voilà, et il faut, bien sûr, il y a tout un cadre à, à privilégier pour que ça fonctionne. Mais c'est extrêmement intéressant ouais, comme approche. Parce qu'effectivement, les gens qui vont le faire tout seuls, ça va être rare, quoi. Les gens qui vont assumer de le faire, de pas faire comme le groupe, c'est quand même pas un fonctionnement normal. Enfin, psychologiquement, c'est pas ce qui est la norme, quoi. Oui, et il y a une expérience justement qui a été menée en psychologie sociale sur ce sujet. Je retrouverai le nom et on pourra peut-être mettre les informations dans Oui. les détails du podcast. Ils ont mis des personnes dans une salle d'attente et toutes les 2 minutes, il y a des personnes qui se lèvent et qui se rassoient.
Il y Et a un donc, ce bip, qu'on voit, il y a un c'est bip que et les personnes se il y lèvent. a un bip, voilà, c'est ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est que au début, ben, les nouvelles personnes qui voient les autres faire ça, ils ont des regards un peu interpellés, ils comprennent pas, ils se disent c'est bizarre. Et puis, ils le font pas, en fait. Au début, ils laissent les Mm. autres faire. Et puis, au fur et à mesure de ce temps d'exposition au comportement de l'autre, il y a une diffusion. Et donc, progressivement, tout le monde va se lever et se rasseoir quand il y a le signal sonore. À tel point que quand les personnes qui étaient dans le groupe initial s'en vont et que des nouvelles personnes entrent, c'est finalement les personnes du deuxième groupe qui transmettent le comportement aux Mm. nouvelles personnes. Et Mm. donc, on voit que par l'implicite, parce qu'ils ne se parlent pas, par l'imitation, il y a vraiment une Mm. transmission et qui se fait de manière durable Mm. puisque ça se transmet de personne en personne. Et pour moi, c'est ça qui peut être intéressant aussi dans une entreprise, c'est de partir d'un groupe initial qui est engagé, motivé sur cette thématique, et par effet de réverbération et imitation, il va y avoir des comportements qui vont se développer chez d'autres personnes, qui vont vouloir s'adapter, rejoindre le mouvement, et petit à petit, ça va pouvoir se diffuser. Cette vidéo, je l'utilise beaucoup dans les formations parce que quand on parle d'effet de groupe, quand on parle d'exemplarité, on peut s'en servir pour plein de sujets parce que rien que l'exemplarité, c'est-à-dire ce que je vais montrer, il y a plus de chances que ça soit reproduit. Et inversement, et en termes de sécurité, par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête de manager qui, pendant 15 ans, a été dans une industrie chimique de haut niveau. Il porte son casque avec sa jugulaire. Jamais posé de questions, ça lui est jamais posé de problème de le faire. Il change de groupe, d'entreprise, il se retrouve dans un secteur où on porte le casque mais pas la jugulaire. Et puis en fait, lors de la formation, il se rend compte, ça fait 6 mois qu'il est dans l'entité, il se rend compte qu'il ne met plus la jugulaire. Mais c'est parce qu'on a fait un exercice à un moment donné et il dit, mais je mets plus la jugulaire. Pendant 15 ans, j'ai mis la jugulaire. Juste parce que les autres ne le font pas, le groupe ne le fait pas, donc, mais c'est totalement inconscient. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien entre le mental et le comportement, le physique, ce que je fais, ce que je fais pas, quoi. Et donc, oui, oui, l'effet de groupe, c'est très puissant. Et cette vidéo, elle est géniale. Il y en a d'autres qui sont encore plus anciennes sur ce même effet, dans un ascenseur où on voit des gens Parce que quand on rentre dans un ascenseur, en général, on rentre dans l'ascenseur, on se retourne pour se mettre face à la sortie. Et là, la personne qui est le sujet d'expert de l'analyse, de l'étude. Et puis, il y a des personnes qui rentrent dans l'ascenseur, mais elles se mettent dos à la porte. Et la personne se sent à un moment donné presque obligée de se retourner comme les deux autres personnes, puisqu'en plus il y a un effet de groupe et de nombre, puisqu'il y en a deux, et lui il est tout seul. Et c'est assez impressionnant, c'est assez marrant à voir. Les gens changent de sens, ils changent de sens, voilà. Donc, non, mais le groupe, ça y fait beaucoup. Et après ce qu'il faut, c'est arriver à l'entretenir dans le temps, Mm. pas le lâcher. Enfin, pas le lâcher, voilà. Et puis, des fois, les managers changent, donc il faut aussi entretenir ça. Et puis, quand ça rentre dans la culture, il faut arriver à ce que ça rentre dans la culture d'entreprise, quoi. OK. Donc, très, très intéressant. Puis, on a parlé un tout petit peu d'attention, de concentration au travail. C'est des sujets alors qu'on a en commun, mais pas pour les mêmes raisons, parce que moi, je travaille sur les erreurs involontaires humaines, donc sur tout ce qui pourrait, dans une tâche ou dans des tâches, entre guillemets, amener des erreurs critiques. Donc, pas que sur la sécurité, mais aussi sur la partie qualité, satisfaction client ou autre. Et toi, tu travailles d'une autre façon, et sur d'autres aspects. Euh, Est-ce que la perte d'attention ou la focalisation sur un sujet bien précis, est-ce que ça peut avoir changer des comportements et peut-être amener genre, je vais être très extrême quand je dis ça, mais peut-être des addictions dans le travail. Est-ce que le fait de ne pas avoir assez justement, un stress trop important et tout ça va nous amener à aller vers l'addiction d'une façon ou d'une autre, oui, et une addiction ou une autre. Ben, effectivement, la question de l'attention, de la concentration, c'est des vraies problématiques en entreprise.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, globalement, hein, les capacités attentionnelles de la population ont diminué. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà notre mode de vie où tout va beaucoup plus vite. On change beaucoup aussi. On passe d'une chose à l'autre. Et donc, notre cerveau arrive moins à rester concentré longtemps sur la même chose. Il s'ennuie plus vite. Il a besoin, voilà, qu'il y ait beaucoup de mouvements, de va-et-vient. Et donc, voilà, on a aussi le mode de travail en multitâche, hein, où on va être à la fois sur l'ordinateur en train de taper un texte, regarder un texto sur le côté. Peut-être qu'on a notre collègue qui nous parle en même temps derrière. Et on doit gérer en permanence ces différentes tâches. Et donc, pour le cerveau, c'est vraiment des nouveaux circuits de neurones qui se mettent en place. Et il y a aussi la question du facteur stress parce que le stress, normalement, c'est une réaction adaptative qui est très utile pour le corps, mais qui doit être de courte durée face à un danger. Historiquement, le stress, c'était quand on était face à un lion ou un mammouth qui nous courait après et qu'on devait vite, vite réagir pour s'y adapter et rester en vie. Aujourd'hui, et tant mieux pour nous, on n'a plus de lions ou de mammouths qui nous poursuivent dans la rue, mais des fois, on a des patrons, des managers, des contraintes financières, personnelles, plein d'éléments qui génèrent du stress, qui font que ça vient puiser dans nos capacités attentionnelles et ça vient prendre comme ça un petit peu de la charge mentale. Et donc, ça impacte nos capacités attentionnelles. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, on peut avoir tendance, surtout quand on est en zone de stress élevé, à s'orienter vers des choses qui vont nous procurer qui vont beaucoup stimuler notre circuit de la récompense. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on a envie de faire des actions et qui vont avoir un impact immédiat. On a de plus en plus de mal à attendre l'impact de nos actions. Et c'est pour ça que les actions longues sont plus difficiles. Et donc, qu'est-ce qui génère, par exemple, qu'est-ce qui stimule beaucoup notre système de récompense et qui a un impact immédiat? Ben, il y a par exemple les écrans et notamment les réseaux sociaux. Quand on scrolle sur un réseau social, par exemple sur Instagram, en fait, ça va très vite. Donc, la durée de réaction, elle est très courte et ça crée tout de suite des émotions et ça crée tout de suite, ça active notre circuit de la récompense. Et à chaque fois qu'on change de vidéo, par exemple, on active notre circuit de la récompense qui a envie de voir ce qu'il y a après. Et ça, c'est infini. Donc, effectivement, ça peut créer des addictions comme ça. Et après, on peut aussi avoir des comportements qui se mettent en place, par exemple pour pallier aux difficultés de concentration, pour réduire la fatigue, parce que peut-être on se couche tard, on dort pas bien, parce qu'il y a plein de facteurs qui sont mis en jeu. Par exemple, l'addiction au café, elle est très présente en entreprise, ou Mm. à la cigarette. On va chercher quelque chose qui va venir nous donner un petit coup de boost, nous aider à mieux nous concentrer sur une période courte et répondre à notre circuit de récompense. Et Mm. donc, on a effectivement des comportements comme ça qui peuvent être liés à des addictions, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel en entreprise. Et voilà, et c'est pas toujours évident de faire avec ces addictions. On en a tous, hein, mais à différents Mm. niveaux. Et à nouveau, moi, ce que je prêche, c'est vraiment la prise de conscience et la connaissance de soi. C'est-à-dire que en soi, euh, beaucoup boire de café, c'est pas forcément très grave. Ce qu'il faut, c'est en avoir conscience et avoir conscience des différents impacts que ça peut avoir. Mm. Et quand on a cette vision globale, on peut ensuite choisir de bouger les curseurs par rapport à ce qui est important pour moi, comment je fonctionne, mes objectifs, etc. Est-ce que c'est adapté ou pas? Si c'est Mm. adapté, bon, peut-être on peut continuer. Par contre, si on sent qu'à des moments c'est inadapté, parce que peut-être le café c'est quand même excitant, donc ça génère des palpitations, ça augmente le niveau de stress, là peut-être on va vouloir réduire le niveau de café. Mm. C'est un exemple parmi d'autres, mais en permanence, c'est cette idée de faire voilà, son petit check-up et de prendre cette vision globale pour voir comment je me sens avec tout ça et est-ce que c'est vraiment ajusté à la situation, à ce que je dois faire et à mes objectifs. Et Mm. si c'est pas aligné, là, il faut peut-être modifier des choses pour remettre tout ça en ordre. D'accord. Et là, tu parlais plutôt de comportement plutôt qui s'approche de l'addiction, mais qui, dans le cadre, on va dire, du temps de travail. Mais est-ce que, je pensais par exemple, tu vois, au développement des after-work. Les after-work, c'est pas pendant le travail, d'accord, mais quelque part, c'est oublier, se détendre, hein.
faire redescendre, entre guillemets, cette charge mentale peut-être par, en général, quand même de la consommation d'alcool. Euh, j'ai rien contre les after-work, mais si tu fais des after-work très réguliers pour éliminer justement cette charge mentale, est-ce que ça ne peut pas devenir quelque part addictif et être une sorte, pas de récompense, mais si, enfin, en tout cas, ou de substitut en tout cas à une situation qui est plus trop supportable dans le cadre du travail? Comment tu perçois ça? Alors moi, c'est une analyse que je fais totalement, voilà, de extérieur, mais est-ce que toi, tu fais un peu cette analyse-là aussi? Bah, ce que tu mets en évidence là, pour moi, c'est toute la différence entre la prévention et le traitement, entre le curatif et le préventif. C'est-à-dire que en France, hein, globalement, on n'a pas trop la culture de la prévention. Ils Mm. sont bien en avance, par exemple, aux États-Unis là-dessus. C'est-à-dire que quand on a un problème, une situation qui est voilà, source de stress, inconfortable, inadaptée, qui nous fatigue, on va avoir tendance à vouloir rajouter quelque chose pour résoudre le problème. Donc, par exemple, on peut aller boire un coup avec de l'alcool pour réduire la pression. Il y en a qui vont faire, par exemple, beaucoup de sport. Oui. Ça peut être des compléments alimentaires parce que je suis fatiguée et que je veux gagner en énergie. Il y a plein de solutions possibles, de choses qu'on va rajouter. Et on va essayer avec cette action qu'on rajoute, de supprimer le problème initial. Mais en fait, ça ne vient pas l'enlever. C'est comme si on met un Mm. pansement sur une blessure, ça n'enlève pas la blessure, juste ça vient couvrir. Et en prévention, la démarche, elle est vraiment très différente, c'est-à-dire que c'est réfléchir en amont à quelles actions on peut mettre en place pour soit réduire ce qui va se manifester après, Mm. réduire le problème, Mm. soit éviter carrément qu'il n'apparaisse, soit faire en sorte que quand il va apparaître, ça se passe quand même mieux. Mm. Et c'est ce que je vois souvent, par exemple, souvent le sujet des congés, c'est un sujet que je trouve très intéressant, c'est que voilà, souvent je vois plein de gens qui sont en stress intense, c'est compliqué dans leur entreprise, il y a beaucoup de travail, ça se passe pas très bien, mais ils ont juste hâte, leur seule hâte, c'est qu'il y ait des congés pour partir loin, déconnecter totalement, et quand ils reviennent, ils pensent déjà au prochain congé. Mm. Et donc là, pour moi, on est dans vraiment de la solution temporaire, on est dans du Mm. curatif. C'est-à-dire que c'est pas les vacances qui vont aider à améliorer la Oui. situation. C'est quelle chose on peut mettre en place en amont pour que la situation de travail se passe mieux. Et peut-être que s'il y a moins de stress, si ça se passe mieux, si la charge de travail est mieux répartie, ben on aura moins besoin d'avoir ces vacances où on doit tout couper et quand on rentre, on a juste hâte de repartir. Et Oui, et puis donc, c'est surtout, là où vraiment mettre en place des petites actions régulièrement en Mm. amont, ça permet de, en fait, homogénéiser, mieux répartir toutes les charges auxquelles on est soumise et qui font qu'on est en fait en meilleure santé, notre corps Mm. est mieux optimisé de manière plus durable. Oui, dans l'exemple que tu donnais, les congés là, deviennent une soupape et une réparation et pas un projet constructif. Je veux dire, d'aller découvrir quelque chose, d'aller apprendre. En fait, il y a même pas le côté énergisant du congé qui pourrait dire, tiens, on va aller faire un truc qu'on n'a jamais fait, où il y a une préparation derrière et une énergie qui se construit, et une attente de ces congés-là qui arrivent. Mais là, l'attente, elle est plus pour venir faire une coupure et réparer, et ils sont même pas forcément bénéfiques. Enfin, ils sont pas bénéfiques parce que ils vont juste être une soupape. C'est ça, tout à fait. Intéressant. Ok. Allez, on va aborder la troisième partie. euh, c'est la communication et la psychomotricité. Quel peut être le lien entre les deux? Alors, Florian, tu accompagnes des managers sur des sujets voilà, vraiment liés à la communication. Et puis ça, là, dans tes formations. Et quels sont les signaux, je dirais, qui devraient alerter une entreprise
sur la prise en compte de ces sujets. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle devrait identifier pour se dire, tiens, il faut que je fasse, faut que me pose des questions sur la communication. Et l'idée, c'est aussi de voir comment la psychomotricité, ben, elle peut apporter des améliorations, sur ce sujet-là. Alors, effectivement, il y a plusieurs signaux, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent montrer des difficultés au niveau de la communication dans une entreprise. Le premier, c'est souvent celui auquel on pense facilement, c'est le fait qu'il y ait des conflits de manière répétée entre les équipes, entre les collaborateurs. Alors souvent, j'ai l'exemple des équipes, entre les équipes techniques et commerciales, souvent c'est un Mm, petit peu compliqué. mm, Voilà, quand il y a des tensions, des malentendus, que les informations ne passent pas bien, ça c'est souvent le premier indicateur. Ça peut aussi générer des difficultés à collaborer, soit entre les différents salariés, soit entre les différents services. Donc, ça a un impact, les projets qui vont moins vite, qui avancent moins bien, il peut y avoir des erreurs dans les projets, des délais qui sont difficiles à respecter, la satisfaction client qui est un petit peu moins bonne. mm, Ça amène déjà des éléments de compréhension et qui peuvent questionner des difficultés de communication. Ensuite, il peut y avoir le fait qu'on constate dans ces équipes une baisse de la motivation ou un sentiment d'insatisfaction. Voilà, des personnes qui peuvent se sentir isolées, qui manquent de reconnaissance. Alors ça arrive très souvent, le manque de reconnaissance, que ça soit, souvent on pense au salaire, mais la mm, reconnaissance, elle ne passe pas que par le salaire, elle passe aussi par la valorisation en interne, le fait de reconnaître la qualité du travail des autres, de pouvoir le verbaliser, de pouvoir solliciter, demander de l'aide. Et ça, c'est pas toujours évident dans les entreprises. mm, Il peut y avoir aussi des difficultés pour les personnes à gérer le stress lié à la charge de travail, par exemple, ou aux imprévus, à gérer les émotions. Alors en entreprise, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, hein, il ne faut pas trop avoir d'émotions. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que c'est un peu un fonctionnement en tout ou rien, c'est-à-dire qu'on va rien montrer et d'un coup, ça va exploser, on ne comprend pas pourquoi. Et donc ça peut être un petit peu des facteurs d'alerte. Ce qu'on peut voir aussi, c'est un turnover qui va être élevé. Ça, dans les secteurs en tension, c'est très fréquent. Et des difficultés à fidéliser ses talents, à fidéliser ses salariés. Ça rejoint le turnover. Ça montre que eh ben, souvent, c'est un défaut de cohésion ou voilà, les personnes qui se sentent pas bien dans l'entreprise. Et enfin, le dernier indicateur, alors là, il faut avoir peut-être une vision un peu plus pointue, mais on apprend à le faire, c'est d'observer les comportements et les postures corporelles, parce que dans notre communication, notre corps parle à notre place, et donc ça donne beaucoup d'éléments. Donc, par exemple, quand on remarque dans une équipe qu'il y a beaucoup de postures tendues, de postures fermées, donc voilà, par exemple, les bras croisés, des postures figées, ou des signes de tension nerveuse, d'agitation. Ça peut aussi révéler en fait des tensions sous-jacentes dans la communication sur lesquelles on peut travailler. mm, mm. Oui, Et c'est donc, intéressant parce qu'en fait, dans les... Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on le voit, nous, ben, par exemple, dans les rituels de quart d'heure sécurité. C'est un rituel de groupe. Et le manager, ou même les briefings du matin, par exemple, un briefing sur un chantier, si il y a sa façon dont il va communiquer, mais dans la communication, il y a aussi le retour de ce qu'on peut observer chez l'autre. Ça peut envoyer des signaux extrêmement intéressants parce qu'on peut voir qu'un collaborateur, aujourd'hui, il n'est pas dans son état normal. C'est pas forcément dû au travail, mais il y a quelque chose qui est peut-être en train de se passer et qui va faire qu'aujourd'hui, ces tâches qu'il va faire, et c'est pas forcément que sur un chantier, hein, ça peut être dans des bureaux, en tertiaire, les tâches qu'il va faire aujourd'hui, elles vont peut-être être impactées par aujourd'hui l'état dans lequel il est et qu'on va avoir décelé par la communication non verbale ou verbale qu'on va avoir, quoi. Mm. Ok, très intéressant. ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on communique, il y a 80% du message qu'on transmet qui se fait de manière non verbale. Donc finalement, les mots qu'on utilise, c'est uniquement 20% du message transmis et de ce Mm, qui est retenu. Et donc, ces 80%-là de la communication non verbale, ça se traduit par
plein de choses. C'est les appuis au niveau corporel, c'est la posture, c'est le niveau de tonicité du corps, c'est l'orientation du corps, c'est la position du regard, ce sont les mimiques, c'est l'intonation, c'est le rythme respiratoire. Et donc tous ces éléments, en fait, on peut vraiment apprendre à les observer d'abord chez soi pour savoir quel message on transmet et on peut ensuite ajuster et ensuite apprendre à les repérer chez l'autre. Et donc, voilà, dans les accompagnements que je propose, il y a vraiment ce travail de la communication non verbale pour apprendre à mieux décoder ces signaux et à favoriser la communication, ou en tout cas, être sûr que le message qu'on transmet, il est vraiment en adéquation avec notre intention et de repérer aussi les signaux d'alerte, chez les personnes avec qui on interagit. Voilà, si Mm. on transmet un message et qu'en face, on voit que des postures de fermeture, bah, peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Ça va pas Mm. être dit, pas Mm. forcément verbalisé, mais on pourra s'appuyer là-dessus pour susciter la communication, l'échange et essayer de désamorcer peut-être quelque chose Mm. qui est sous-jacent. Oui, c'est intéressant parce que c'est extrêmement concret, c'est extrêmement pratique ce que tu décris. Et effectivement, souvent, on voit des personnes qui savent pas communiquer tout simplement parce qu'elles savent pas, entre guillemets, écouter de façon large. Quand on parle d'écoute active, c'est pas juste j'écoute les mots, j'écoute aussi ce qui se passe. Et un manager qui va dire quelque chose à quelqu'un et qui n'aura pas vu un doute, quelque chose qui... Il y a la posture, mais il y a aussi des fois des expressions. Alors après, plus, il faut pratiquer un peu plus, il faut pratiquer et aiguiser un peu ces sens-là pour qu'on puisse les déceler plus rapidement et de façon plus fine. Mais c'est très pratico-pratique. C'est-à-dire à qui on a dit quelque chose et on voit que il y a quelque chose, on perçoit qu'en face, il y a peut-être une fermeture ou il y a quelque chose qui arrive, ben, c'est pas un problème. En soi, c'est pas un problème. Le problème serait de l'ignorer. Mais le problème, si on arrive à le capter, effectivement, on va pouvoir aller l'interroger, lui dire, je sens qu'il y a peut-être quelque chose dans ce que j'ai dit qui est pas clair ou peut-être j'ai pas été assez clair. Et en fait, on va pouvoir, tu parlais tout à l'heure, tu as employé le mot de malentendu. C'est quand même souvent, il y a des conflits qui arrivent juste par un malentendu. En fait, il y a une personne qui a dit quelque chose, l'autre, elle n'a pas compris, ou même dans son vocabulaire, un mot chez quelqu'un peut avoir une autre définition chez l'autre. Et en fait, il y a une incompréhension, mais si elle n'est pas levée, cette incompréhension, on peut générer un conflit qui part de juste une question de plus qui aurait pu être posée. Mm. Et je trouve que ton approche, elle est vraiment très concrète, quoi, très pratico-pratique. Elle donne des clés. C'est pas, j'ai rien contre les approches entre guillemets psychologiques de couleurs, de ci, de là. Je ne citerai pas d'exemple, mais tout le monde comprendra. Mais parce que là, on est vraiment dans la communication interpersonnelle. On peut avoir tous des façons de communiquer différentes, on a des personnalités différentes, mais la communication interpersonnelle est relativement universelle. Bon, il y a des signaux qui sont universels. Et on ne rentre même pas dans de la PNL ou des choses comme ça, enfin, ou des éléments qui datent un peu et qui des fois sont un peu faussés, un peu faussés. Mais des fois, effectivement, il y a quand même des choses assez un peu universelles. Et surtout, moi, c'est un peu la même chose qu'on utilise en premier secours quand on parle justement je vais y arriver, des malaises. C'est c'est quoi l'état normal de la personne, d'un collaborateur normal, et en fait, qu'est-ce qui a changé? S'il y a quelque chose qui a changé, c'est un signal dans le bon côté, mauvais côté, parce que quelqu'un qui peut avoir changé, parce qu'elle est en énergie, elle est super enthousiaste de ce qu'on est en train de lui proposer, ça va se voir. Quelqu'un qui va se renfermer alors qu'elle est normalement plutôt ouverte et tout, ça va se voir. C'est à un moment donné, je connais la personne, je connais son état normal, et c'est quoi qui a changé? Voilà. Et donc ça, c'est déjà en prendre conscience et l'apprendre, c'est déjà extrêmement important parce que ça ouvre un champ d'écoute qui est complètement différent. Et effectivement, plus on est dans le stress, ben, moins on écoute. Et donc c'est vraiment cette approche-là sur de la communication, elle me semble extrêmement intéressante. Et
Et donc, tu as beaucoup cité d'enjeux ou d'indicateurs et tout ça, et au travers de tes indicateurs, il y a des enjeux derrière qui étaient. Et donc, je voulais te poser une question sur est-ce que c'est un sujet que les entreprises devraient regarder? Je pense que la réponse, elle est relativement évidente, vu tous les indicateurs que tu nous as cités. Oui, pour moi, la communication interpersonnelle, c'est vraiment un élément clé et central de la performance d'une entreprise. Hmm, Moi, je suis convaincue que les compétences techniques, ça peut s'apprendre très facilement. On envoie quelqu'un en formation et hop, il n'avait pas les compétences, il revient, il a les compétences. Ça, c'est assez simple. hmm, Par contre, en termes de communication interpersonnelle, c'est tout ce qu'on va mettre aussi dans le fameux soft skills. Alors, j'aime pas trop utiliser des mots anglais, mais c'est ces compétences-là plus douces qui sont un peu plus difficiles à appréhender parce qu'on peut pas juste les apprendre comme ça de manière hmm. théorique et aller 2 jours en formation et dire, ah, ça y est, maintenant, C'est j'ai communiqué. acquis tel soft skill. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Il y a toutes les compétences d'empathie, d'observation, d'adaptation, de coopération, d'entraide. Euh, et donc tout ça, on voit que c'est quand même plus difficile à appréhender. Et pour moi, c'est vraiment ces facteurs-là qui sont clés dans la réussite d'une entreprise. Hmm, Et donc, en travaillant sur ces facteurs-là, sur la communication interpersonnelle, en fait, on vient remettre l'humain, et là, ça va te parler, on remet l'humain au centre de l'entreprise et on vient fluidifier, en fait, les interactions, les échanges, ce hmm, qui permet de faire mieux avancer l'entreprise. Et tu vois, juste avant, on donnait des exemples de comment la communication non verbale peut impacter les relations. Un exemple qui arrive très, très souvent, c'est un manager qui va aller voir son collaborateur. On va partir sur des postes administratifs. Donc voilà, le collaborateur qui a son poste de travail sur l'ordinateur et le manager qui va lui demander de clôturer un dossier pour la fin de la semaine. Avec la même phrase, j'aurais besoin que tu clôtures ce dossier pour vendredi. Si le manager est debout à côté de son collaborateur qui est assis à son bureau, ça crée tout de suite une posture qui est très différente de si le manager prend une chaise et s'assoit à côté de son collaborateur. Le hmm, message verbal, c'est exactement le même, mais le message non verbal, il est très différent. Et donc, dans ce qui va être reçu par le collaborateur, ce ne sera pas du tout la même chose et ça ne va pas générer la même réponse ensuite derrière. Et hmm, donc, c'est ça qui est vraiment important d'apprendre à vraiment, c'est observer, prendre conscience et ensuite pouvoir agir pour modifier ces comportements non verbaux. Et donc, tout ça, ça va contribuer à fluidifier la communication, amener de l'explicite sur des choses qui sont implicites. Et donc, tout ça, ça va faire que l'organisation de l'entreprise va mieux fonctionner parce que les humains ensemble vont arriver à mieux fonctionner ensemble. hmm. J'adore. J'adore vraiment. Je bois ces paroles. Non, non, mais c'est tellement. Non, mais pour nous qui sommes au milieu au sein des organisations, et en fait, qui voyons plusieurs organisations, parce que on peut être au sein d'une organisation et puis on voit que notre spectre environnement voilà. Mais nous, on a la chance, quelque part, d'aller dans des organisations différentes, des métiers différents, des tailles différentes, et d'observer exactement les mêmes problématiques. Et c'est pour ça que j'adore ce que tu dis, parce que, en fait, tout le monde peut travailler ensemble, mais surtout, et en plus, et ça doit, il faut vraiment que les dirigeants entendent ça, c'est qu'ils vont travailler ensemble, mais en plus dans la même direction. Parce qu'en fait, c'est ça des fois le problème. Bon, bien sûr, il faut travailler ensemble, mais surtout, on fait quoi ensemble? On va où ensemble? Et ça, c'est beaucoup, beaucoup le rôle des dirigeants, d'aller créer ce sens-là, qui est très peu, qui est encore un gros manque, qui pourrait être un autre sujet. Et, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui voit vraiment, qui est vraiment là-dedans et ça, mais c'est vraiment trouver du sens, c'est extrêmement important parce qu'on travaille sur les valeurs. On travaille sur plein de choses, mais les valeurs ne sont pas forcément partagées par tout le monde. Mais par contre, savoir où on va aller, c'est extrêmement important, quoi. Et la communication interpersonnelle, et en plus telle que tu l'as décrit et l'approche que tu travailles avec les entreprises et les équipes, ben, ça leur permet, une, d'arriver à mieux travailler ensemble, deux, de travailler ensemble pour aller dans une direction commune. Et ça, c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement. On parle de bien-être au travail, mais le bien-être au travail, c'est ça.
c'est déjà ça. C'est-à-dire, si on arrive à se parler correctement, en tant que manager, à donner de la reconnaissance verbale et savoir la donner. On parlait bien sûr que les gens, quand ils parlent de reconnaissance, c'est la reconnaissance personnelle du travail, elle vient bien avant la reconnaissance salariale. Enfin, salarié, oui, du salaire, par le salaire, par la rémunération. Mais faut-il encore en avoir conscience en tant que manager, en tant que dirigeant? Faut-il encore comprendre comment la donner? L'exemple que tu donnais de la posture, c'est extrêmement important. C'est comme quand on parle à un enfant. Si je parle à un enfant en tant qu'autorité, ben, je vais rester debout. Si je parle à un enfant pour le rassurer, si je reste debout, c'est pas la même posture. Si je me baisse pas à sa hauteur, la communication est différente, en tout cas. Je peux dire exactement les mêmes mots, Mhm. mais la communication va être différente. Donc, j'adore. Alors, pour finir cette dernière partie, déjà très, très riche, comment est-ce qu'une entreprise, elle devrait s'y prendre pour mettre en place un projet, une démarche avec un professionnel paramédical, mais un professionnel de la santé comme toi? Alors, il y a deux manières de faire. La plus connue, souvent, c'est de solliciter les services de santé au travail et de médecine du travail qui sont à disposition des entreprises. Ils ont des équipes pluridisciplinaires. Alors, ils n'ont pas encore de psychomotriciens, mais peut-être que ça viendra dans les prochaines années. Et ils proposent des plans d'accompagnement qui sont dédiés aux grandes problématiques que rencontrent les entreprises. L'avantage, c'est que souvent, il y a un financement possible de ces interventions, mais l'inconvénient, c'est que comme ils sont assez sollicités, il y a des délais qui sont très, très longs et donc parfois, c'est difficile à mettre en œuvre. Euh, la deuxième solution, et qui pour moi est la plus simple, je pense, c'est de contacter directement un professionnel de santé par rapport à la problématique qui est repérée dans l'entreprise et de discuter avec lui des besoins, de ce qui a été observé et de co-construire en fait un plan d'intervention sur mesure. Dans tous les cas, moi, ce en quoi je crois, c'est vraiment cette co-construction et l'engagement de l'entreprise. C'est-à-dire que si la demande, elle vient que du dirigeant, pour moi, ça ne sert à rien, c'est pas efficace parce qu'on va ensuite intervenir auprès des collaborateurs, des salariés. Et donc, si c'est, il n'y a pas quelque part un besoin qui est identifié chez eux de travailler cette problématique, bah, ils ne seront pas engagés. Hmm. Nous tous, hein, si on fait quelque chose et on ne voit pas l'intérêt, ben, on ne sera pas engagé. Alors que si on y a réfléchi en amont, et c'est vraiment ce qui est prôné de plus en plus hein, dans les recommandations en matière de prévention notamment, c'est d'impliquer les équipes, les collaborateurs, de faire remonter les problématiques concrètes qui correspondent à leurs vrais besoins et de réfléchir ensemble à des pistes de solutions. Donc Hmm. moi, je travaille que quand il y a un engagement de toutes les parties, que Hmm. ce soit les dirigeants, les managers et les collaborateurs. Et ensuite, on co-construit ensemble un plan d'intervention qui est vraiment adapté aux besoins. Hmm. Et donc ensuite, bah, il faut juste me contacter. Donc voilà, soit par LinkedIn, téléphone, mail ou site internet. Et on réfléchit ensemble à l'intervention qui sera la plus adaptée aux besoins. Et voilà, moi, j'ai vraiment à cœur de ne pas avoir de format euh, clé en main parce que pour moi, c'est que du sur-mesure. En fait, c'est les entreprises, même s'il y a des points communs, elles sont toujours différentes, des secteurs d'activité différents, des tailles différentes Hmm. et surtout des humains différents à l'intérieur. Et donc, on ne peut pas travailler de la même manière. Bien sûr, il y aura des choses similaires, mais ça demande une vraie adaptation pour avoir des résultats vraiment ajustés aux problématiques spécifiques de l'entreprise. Mais dans ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant parce que euh, il y a deux approches. Il y a l'approche de l'entreprise qui veut cocher une case. Alors, je remets pas du tout en cause le professionnalisme des professionnels liés à la médecine du travail. Euh, et j'espère que les psychomotriciens seront aussi demain reconnus comme étant des acteurs importants de la santé. Mais c'est surtout que souvent, les professionnels qui interviennent dans le cadre de la médecine du travail, avec financement, doivent cocher aussi, eux aussi, un cadre.
Et tu parlais de souvent, on est sur des formations qu'on appelle souvent des formations sur étagère, hein. C'est-à-dire des formations standardisées et qui ne sont et qui vont pas forcément répondre à la problématique de l'entreprise, vont pas s'adapter. Et c'est très bien pour cocher une case. C'est très bien pour dire j'ai fait ma formation de ci, j'ai fait ma formation de ça. Est-ce que il faut attendre un résultat et un changement dans l'entreprise? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est ce qu'on observe souvent dans nos formations sur n'importe quel sujet. Pas forcément que les TMS et les RPS. Et voilà, et l'approche que tu dis et qui n'est pas que la tienne, hein, qui est d'autres professionnels, même d'autres sujets, pas forcément liés que à la santé, c'est, voilà, on va travailler ensemble sur vos attentes, sur vos besoins, et on va proposer une solution euh, vers laquelle on va se donner toutes les chances, en tout cas, d'obtenir des résultats et des changements. Et là, c'est pas un coût de formation, c'est un investissement de formation. Parce que derrière, on va aller rechercher des changements qui vont amener une fluidité, on parle de communication, fluidité dans la communication, donc quelque part, moins d'erreurs, moins de non-conformité quand on parle de qualité, avec des termes de qualité, moins d'écart, un gain de temps dans la réalisation de projets, de tâches et tout ça, moins d'énervement, enfin moins de conflits, sachant que les conflits sont nécessaires, hein. Je veux dire, moi je suis pas à dire il faut pas du tout de conflits. Les conflits, ça veut dire on est en désaccord, mais il faut savoir se parler quand on est en désaccord. On peut être en désaccord et trouver et savoir communiquer pour pouvoir trouver une solution, une décision dans laquelle on soit d'accord d'avancer. Je dirais à un moment donné, on fait des compromis hein, dans plein de choses. Mais ça fait partie de la communication qu'on apprend à faire. Mais là, dans la démarche qu'on va avoir avec un professionnel, où on va travailler plus individuellement, peut-être on n'aura pas de financement, mais quelque part, on va le retrouver à fois 5 fois 10 peut-être, parce que derrière, voilà, si on a été vraiment impliqué soi-même, puis derrière aussi, il y a un côté d'implication. C'est-à-dire que quand souvent, les gens le disent, quand on fait quelque chose de gratuit quelque part, on n'est pas autant impliqué, on le fait, et puis voilà. Alors que si on investit quelque part, on a plus de chances de motiver les gens à aller à la formation, à intégrer ça, parce que c'est aussi souvent le rôle du professionnel de dire, voyez, on peut l'intégrer là-dedans, on peut faire ça comme ça. C'est une opportunité. Moi, par exemple, je fais des formations où je vais même livrer un kit de communication. Après, l'entreprise, elle s'en sert pas, mais en tout cas, je lui mâche un peu le travail en lui disant, ben, voyez, on peut faire ça. En même temps, ce que vous faites là, ben, en fait, vous pouvez le récupérer là, 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 sur d'autres domaines. C'est ce que j'appelle moi les opportunités. C'est-à-dire que j'ai une obligation entre guillemets réglementaire ou j'ai une obligation entre guillemets d'améliorer la performance de mes équipes parce que sinon ben, mon entreprise elle va pas avancer. Ben, j'en fais d'autres opportunités commerciales, marketing, clients, des fois même clients, hein. Mm. C'est impressionnant des fois quand on est un peu ouvert, on peut et justement qu'on voit les choses de façon systémique ben, on trouve plein d'opportunités à droite à gauche, quoi. Donc, on mettra tous ces liens-là, tu me transmettras tous les bons liens. Je mettrai lien LinkedIn, site, ce que tu souhaites, voilà, sur lesquels on pourra revenir vers toi. Donc, merci beaucoup, Floriane, pour tous ces éclairages. Et je pense on connaît mieux, j'espère que les auditeurs ont mieux compris comment une psychomotricienne peut aider dans l'entreprise. Mais en tout cas, comment ce métier-là, qui est souvent connu, c'est vrai qu'on connaît souvent ce métier par les enfants, mais pas vraiment dans cette approche-là. C'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter dans ce podcast, parce qu'il y a un vrai apport voilà, qui est intéressant pour les entreprises. Donc, vraiment, moi, je retiens qu'il y a vraiment un lien corps-esprit, esprit-corps. Alors, on peut employer plein de mots différents, hein, mais entre guillemets, que le mental agit sur le comportement, mais que aussi ce qu'on peut ressentir physiquement ou une blessure physique peut agir sur notre mental et changer nos comportements.
Je retiens aussi que que la psychomotricité, ben, c'est pas que, je sais pas, ou lié au physique ou que lié au mental, et qu'on peut marier et très intelligemment les TMS et les RPS, les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Donc, et que en traitant ça comme un tout, ben, on apporte une vraie compétence aux gens de se prendre en charge et de prendre leur santé en charge. J'ai bien entendu le mot sédentarité, lutte contre la sédentarité tout à l'heure, qui est vraiment, ben, c'est vrai que ça m'était pas, j'avais pas ça forcément comme référence, mais effectivement, c'est peut-être effectivement la lutte contre la sédentarité, la jonction des deux. TMS et RPS, voilà, c'est vraiment intéressant comme aussi à avoir ça en tête. Que en communication interpersonnelle, voilà, il y a vraiment des enjeux importants et que justement une psychomotricienne qui est à l'écoute et qui est formée pour ça, qui est formée pour avoir justement cette écoute à la fois corporelle, la façon dont on peut se poser, se poster et ce qu'on peut dire, tout ce qui peut être généré par justement notre psychique. Mais voilà, ça va apporter une compétence totalement différente aux collaborateurs. Donc, c'est dommage, j'ai pas de collaborateurs encore, mais j'aurais fait la formation, c'est sûr. Mais non, non, mais c'est extrêmement intéressant comme approche. Alors, Floriane, pour terminer, je vais te poser la question fondamentale de ce podcast. Cela signifie quoi pour toi conjuguer organisation et humain? Alors pour moi, c'est vraiment Déjà, la première chose, c'est de remettre l'humain au centre de l'entreprise, au centre des stratégies et de s'appuyer vraiment sur tous les talents d'abord individuels et que l'entreprise puisse s'organiser autour de ces talents et adapter à chaque personne au sein de l'entreprise pour potentialiser les talents, les compétences, les fonctionnements et donc atteindre une performance collective dans laquelle chacun se sente bien, puisse prendre soin de sa santé physique et mentale, de rester dans un état voilà, de bien-être au travail, en se sentant à sa place, valorisé, soutenu par les différentes personnes de l'équipe. Et tout ça de manière durable et engagée. Et pour moi, les deux sont vraiment indissociables. Quand on travaille avec de l'humain, il faut vraiment arriver à s'organiser autour de l'humain et pas mettre l'humain qui s'adapte au moule préétabli qui est figé. C'est Hmm, vraiment voilà, replacer l'humain au centre. hmm. Et à part que quelqu'un me donne un exemple, je ne connais pas une entreprise où il n'y a pas un humain, où il y a zéro humain. Il faudrait Donc, chercher. vraiment, merci pour cet échange et j'espère que ça apporte un éclairage à nos auditeurs et une autre ouverture justement sur comment on peut justement faire évoluer peut-être la communication, lutter contre la sédentarité avec les métiers de psychomotricité, donc des psychomotriciens. Bah, tu nous as dit là comment on te rejoint. Je mettrai les liens dans la description en dessous. Donc, vraiment, merci Florian. Merci à toi, Pascal. C'était vraiment un plaisir. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et à nous suivre pour plus de contenu sur la gestion de l'humain dans l'entreprise. À bientôt pour un nouvel épisode sur Premier Pas FOH.